Donc, on voit ici que Yaakov Avinu envoie Yehuda en Misraïm une fois qu'il a compris que Yosef est vivant, qu'on lui a dit que Yosef est vivant. Donc, il envoie Yehuda en Misraïm pour mettre en place là-bas les Orot Lefanav. Les Orot Lefanav, Rashi dit, Mazé l'Orot Lefanav, Rashi dit, Shaloroto letaken beit va'ad, shiyemore bo divrei Torah. C'est de mettre en place un Beth Midrash. Il dit à Yehuda, on ne va pas aller en Égypte comme ça, sans Beth Midrash, sans rien. Il faut débarquer en Égypte avec un Beth Midrash. Donc c'est que Yaakov Avinu est conscient que là, il part en galoute, qu'il part dans un mamage dans la galoute de Misraïm, il est conscient de tout ça. Mais le souci, quoi, c'est qu'on est toujours en kécher avec la Torah, qu'on ne soit pas, Shalom, déconnecté de la Torah. Maintenant, ça c'est la suite qu'après que les frères lui ont dit, Yosef Chai, Yosef est vivant. Yaakov Avinu, quand il entend Yosef Chai, il demande comment, c'est quoi il est vivant? Comment? Il est vivant de quelle manière? Il est en Égypte, il est parti à l'âge de 17 ans, et il a dû s'assimiler. Comment? C'est quoi il est vivant? Et eux ils ajoutent, il gouverne la terre d'Égypte. Alors ça lui donne encore un plus grand souci. Aujourd'hui, quand on dit à une maman, ton fils il est parti faire des études de médecine, et maintenant il est médecin, maintenant il est professeur cardiologique, la maman elle est très heureuse de ça. Mais ici, Yaakov Avinu était angoissé de ça. Angoissé d'entendre que son fils, il est Moshe al-Misraïm. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il est, comment dire, plutôt dans le côté Rouhani, pas dans le côté Gashmi. Il ne regarde pas l'avantage Gashmi qu'il y a ici, que maintenant Yosef Hatzadik c'est un gouverneur. Il voit le côté Rouhani. Le côté Rouhani c'est quoi? C'est que Chaz Shalom, il a dû s'assimiler, il a dû se perdre là-bas, Barmenan. Et donc il veut savoir si Yosef est toujours vivant. Quand on parle de vivant chez Yaakov, ce n'est pas le même principe chez nous. Chez nous, vivant c'est vivant, le corps il est vivant. Chez lui, non, vivant c'est la Neshama qui est vivant. Donc il demande de savoir ce qu'il est vivant, est-ce qu'il reste la Rouhaniout chez lui. Et là, à ce moment, il lui dit, regarde qui t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Des agalotes avec des agalim. C'est-à-dire des charrettes avec des veaux qui traînaient les charrettes. C'est pas l'habitude. L'habitude, quand on veut tirer une charrette, on la tire avec des chevaux, avec des ânes, avec des bœufs, des trucs comme ça, mais pas avec des veaux. Un veau, il est petit encore. Et là, il a mis des veaux pour tirer les charrettes. Et qu'est-ce qu'il voulait par ça, Yosef? Il voulait montrer à Yaakov Avinu, regarde comment, après 22 ans que je suis en exil, regarde comment... Je me rappelle la dernière Sougia qu'on a étudiée ensemble, qui était Sougia Egra Arufa. Ils ont étudié ensemble la Sougia de Egra Arufa. La Sougia de Egra Arufa, c'est le Hegel qu'on tue lorsqu'on trouve un mort entre deux contrées et qu'on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué. Alors on a amené une Egra Arufa et les Chachamim devaient venir et dire nous n'avons pas versé ce sang-là. Et donc ils tuaient la bête par la nuque. Par la nuque, ce qu'on appelle Egra Arufa. Ça c'est la dernière Sougia qu'il a étudiée Yosef avec Yaakov Avinu. Après 22 ans, il se rappelle exactement où il est dans la Sougia, et pour que Yaakov Avinu soit tranquillisé, il lui dit voilà, je me rappelle de la Sougia. Là, Yaakov Avinu, il a entendu ça, il a dit maintenant mon fils il est vivant. Là, je sais qu'il est vivant. Ça veut dire quoi? Il y a de quoi oublier, c'est normal, on ne peut même pas lui reprocher, c'est Anous. Il est en galoute, Rabotai. Il est en galoute, jeté dans un bord, en Égypte, dans un pays qui n'est pas le sien, un petit jeune de 17 ans. Combien tu peux retenir dans ta tête, Bichlal, des souvenirs qui sont des souvenirs quand tout va bien? Quand tout va bien, qu'après tout va mal, on oublie tous ces trucs-là. Surtout le limoud, ça sort de la tête, Rabotai. Tu vois de là que Yosef Hatzadik, Kaviachol, non seulement il ne s'est pas assimilé, mais il n'a rien oublié de tout ce qu'il a étudié avec son père. Et donc la dernière soubia où il est, comme si maintenant tu dis, on se trouvait Daf et Hamoud Bet, ouais, la 10e ligne, dans la Gemara. Voilà, on reprend. Après 22 ans, le bonhomme, il est connecté là-bas. Et ça, Yaakov Avinu, ça le rassure, dans le sens où il dit, maintenant mon fils, il est vivant. Yosef, il est vivant, donc on n'a pas de problème avec ça. Ça, c'est le nisayon le plus dur à Botaï qui peut exister dans la vie d'un homme. C'est marqué que le monde représente un couloir. Et le couloir de ce monde, c'est un endroit pour se préparer pour pouvoir rentrer au traklin, pour rentrer au palais. Si maintenant, le bonhomme, il a compris que le tachlit, c'est le palais, le tachlit, c'est le Olam Haba, alors automatiquement, il va se préparer dans le prosor pour arriver au Olam Haba. Et là, à ce moment-là, effectivement, on peut comprendre comment le bonhomme qui a compris cette matara, comment il perd pas de souvenir tout ce qui est en rapport avec la rouhaniout. Par contre, un homme rabotaï qui malheureusement s'est perdu dans ce monde. C'est perdu parce que le Olamazé est très méchaker. Il ment sur Olamazé. Et donc il est méchaker au point qu'on ne voit plus le prosdor. On voit le traklin, on voit le palais ici déjà dans ce monde. Alors quand on voit le palais dans ce monde, c'est bravo que ce monde nous perd à Botaï. Et quand on se perd dans ce monde, alors automatiquement on oublie les choses importantes, on oublie la Rouhaniout, on oublie la Torah, on oublie les Mizvot, on oublie les choses qui sont le Ikar à Botaï. Quand c'est qu'un homme ne l'oublie pas?
Un homme n'oublie pas une chose quand cette chose-là représente le Icar pour lui. C'est le Icar pour lui dans sa vie, donc là il peut pas oublier. Mais si, Chaz Shalom, le bonhomme oublie, ça veut dire que cette chose-là, elle n'est pas Icar pour toi. C'est pas ça le Icar pour toi dans la vie. Et ça, c'est la nafkamina qui est ici par rapport à Yosef. Yaakov Avinu rotse l'ifron auto. Il veut examiner, est-ce que Yosef a pu oublier les Chora, la réponse elle est pchita qu'il a oublié. Après 22 ans en galoute, jeté comme ça un jeune dans les prisons d'Égypte, comment tu veux qu'il n'oublie pas? Yaakov Avinu, il répond, c'est vrai que la nature fait oublier, mais quand c'est que la nature fait oublier, quand la chose n'est pas un tachlit, quand la chose n'est pas un but. Mais quand la chose est un but, voilà, tu n'oublies pas. Tu ne peux pas oublier quand la chose est un but pour toi. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais ce que tu veux faire. Tu sais où tu dois aller. Donc peut-être que la chose, elle est constamment dans ton esprit. Donc tout le reste, c'est des dérangements, au contraire. Tout le reste, c'est des afraos, c'est des choses qui viennent te déranger. Parce que le tachlit, tu l'as. Et tu ne te laisses pas embrouiller par le tachlit qu'il y a dans ta tête. Maintenant, ce qui n'est pas le cas, le bonhomme, le Olamazé a pris une place trop importante dans sa vie. Et qu'à cause de ça, Shalom, il peut s'assimiler. Il peut perdre le but dans sa tête. Et quand il perd le but, alors il ne sait plus où il va, Rabotai. Et que de temps en temps seulement, il se rappelle. De temps en temps, il lui fait un appel de phare pour lui montrer, réveille-toi, parce que ce monde n'est pas un monde comme tu vois ici avec tes yeux, comme tu t'imagines. C'est pas un monde pour s'installer, c'est pas un monde de matériel, c'est un monde où on doit se préparer au spirituel, et on doit se préparer pour arriver au Olamaba. Et quand l'homme, il a ça en tête, alors il regarde différemment le Olamazé. Maintenant, la nafkamina, elle n'est pas sur ça seulement. La nafkamina, Rabota, elle est sur tous les points de la vie. Tous les points de la vie d'un homme change quand un homme, Rabota, est en matara, le Olamaba. Quand il a la matara du Olamaba et qu'il sait que le Olamazé est un prosor pour se préparer au Olamaba, il regarde tout différemment. Les épreuves, il les regarde différemment. Les difficultés, il les regarde différemment. Les peines, il les regarde différemment. Il regarde tout différemment. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien, comme un bonhomme qui est dans une salle d'attente. Il est en train d'attendre un avion. Ou bien il est dans une salle d'attente pour aller quelque part. Il sait que c'est une salle d'attente. Donc maintenant, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une salle d'attente parce que c'est un endroit à rail. Un endroit à rail, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui dérangent. Le bruit, les enfants qui courent, les conditions qui ne sont pas à l'aise. Il manque ça. Le bonhomme, du moment où il sait qu'il est là-bas dans une matara, qui est une salle d'attente. Et cette salle d'attente, ça récolte, c'est un moment d'attente jusqu'à que je vais prendre l'avion et je vais partir de l'autre côté. Même s'il reste longtemps bloqué là-bas. Parce qu'il y a un couvre dans l'avion, etc., il reste longtemps bloqué là-bas. À aucun moment, tu vas voir un bonhomme, par exemple, commencer à se plaindre sur les conditions de la salle d'attente. Du moment où il a un but, où il sait qu'il doit voyager, il doit partir quelque part. Donc lui, même si maintenant quelqu'un vient lui dire « ça ne vous dérange pas ces trucs-là, ça vous dérange pas », la réponse elle est automatique. Qu'est-ce qu'on répond? C'est une salle d'attente, monsieur. On sait très bien qu'on est à rail ici. Donc ça va passer, on va pas rester là. Dans 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu vas même oublier que tu étais là. Tellement que c'est quelque chose qui est tafel par rapport au Icar qui est là-bas à Rabotai. De la même façon, les Chazal, ils nous disent, comme ça, tu dois être dans l'Olamazé. Tu dois être dans une salle d'attente. Et pas Bichlal, comme ce grand riche, là, ce milliardaire qui est venu voir le Chafetz Chaim. Il voulait absolument voir le Chafetz Chaim. Il a dit, un homme d'une renommée pareille, on parle tellement de lui comme on parle de moi. Lui, on parlait de lui parce qu'il est riche. Mais maintenant, il entend parler du Chafetz Chaim, il dit certainement que ça doit être un blindé. C'est un blindé, parce que pour lui, dans sa tête, on ne parle des gens que parce qu'ils sont blindés. S'ils ne sont pas blindés, ça n'intéresse personne. On ne parle pas de misérables ou bien de clochards, on parle des blindés. Donc si on parle des blindés, donc ça doit être un blindé, le Chafetz Chaim. Il a voyagé de la mairie jusqu'à Radin, jusqu'à qu'il est arrivé à Radin. Une fois qu'il arrive à Radin, il demande où est le Chafetz Chaim, il habite là-bas. Donc il l'envoie dans sa maison. Quand il arrive dans sa maison, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit un genre de garage, un massan, une vieille maison comme ça, délabrée, etc. Et on dit, voilà, ça c'est la maison du Chafetz Chaim. Bon, il s'est dit, bon, je vois de là que non seulement c'est un blindé, mais c'est un artiste. Parce que vous savez, les artistes comme ça, ils aiment bien se mettre dans des caves, dans des trucs comme ça. C'est un style, ça donne un style. On est comment dire, dans la bohème, quoi. On est dans un autre monde. Alors il s'est dit, c'est ça le chat. On va savoir qu'est-ce qu'il fait là-bas, on va savoir, il doit faire des peintures, comme ça. Donc il rentre dans le marsan, il rentre dans la maison, quoi. Il rentre dans la maison du Chafetz, mais pour lui, il rentre dans le marsan, quoi. Il est rentré dans la cave. Donc il rentre dans la maison du Chafetz Chaim, il dit, Shalom Aleichem, vous êtes le Chafetz Chaim? Il dit, oui, je suis le Chafetz Chaim, toi qui tu es? Il dit, moi je suis un tel. Il dit, ah, je connais pas. Comment? Vous connaissez pas? Vous rigolez ou quoi? Mais tout le monde me connaît. Moi, on me connaît de tous les côtés. Je sais pas, je te connais pas. Et toi, tu me connais? Il dit, oui, votre nom est connu de partout. Bon, c'est bizarre. Moi, tu me connais, moi, je te connais pas. Là, déjà, il a pris sa première tarte. Première tarte que quoi? Qu'un Chacham, tout le monde le connaît, alors que le milliardaire, pas tout le monde forcément le connaît. Après, une fois qu'il rentre dedans, bon, il le reçoit, il dit, pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous voulez? Etc. Bon, il a fait comprendre qu'il voulait absolument voir qui est le Chafetz Chaim. Alors bon, il a fait le kavod, il a compris qu'il est venu parce qu'il était étonné d'entendre un nom pareil et que les Marassais, ils ne voient rien.
Il dit, mais on pourrait arrêter dans votre maison. Alors il dit, mais c'est ma maison ici. Ah, c'est pas possible, c'est pas votre maison. Là, c'est votre atelier de travail, votre atelier de pensée, je sais pas, où vous vous isolez, vous faites de la pensée, je sais pas ce que vous faites là, mais votre maison, où elle est? Il dit, c'est ça ma maison. Après il lui dit, et toi, où est ta maison? Tu vas pas me dire que tu n'as pas de maison. Il dit, bien sûr j'ai une maison. Moi j'ai un pavillon, j'ai un domaine en Amérique. Alors, il dit, oui, mais où elle est? Eh bien, je suis de passage, moi. Je suis de passage, j'ai rien. Voilà, j'ai une petite mallette. Dedans, il y a mon pyjama, et des trucs, mes tefilines, mon talit, voilà, c'est tout, des petites affaires, brosse à dents, etc. Ce que j'ai besoin pour me déplacer. Mais j'habite pas ici, moi, je suis en déplacement. Je suis à Raï. Le Rav, il a dit, moi aussi, je suis à Raï. Et là, le bonhomme, il ne comprend pas. Il dit, Bichla, moi, je comprends que je peux dire que je suis à Raï, parce que moi, réellement, je suis en voyage. Je suis en voyage, j'ai pris un billet, je suis venu vous voir, pour vous voir, et je repars, moi. Donc, moi, je comprends, mais c'est quoi un Raï chez vous? Vous me dites, vous êtes dans votre maison et vous vous dites que vous êtes à Raï comme moi je suis à Raï. Il dit oui. Parce qu'en fait, alors là il lui explique. Il explique en fait qu'on n'est pas dans un rolam où on va s'installer et on va rester ici, rouler, comme dit le Zohar là-bas. Il dit que l'homme vit dans ce monde, le bonhomme n'a pas compris. Ce rolam est à Raï. Il vit dans ce monde comme si il va vivre dans ce monde 1000 ans. 1000 ans. Tu les vois le bonhomme, comment il s'investisse, comment il met des trucs en place, il met des trucs dans tous les sens, comme si il va vivre 1000 ans dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas interdit, Rabotaï, de s'installer dans ce monde. Il n'est pas interdit d'avoir des belles maisons. Il n'est pas interdit d'avoir des belles voitures. Il n'est pas interdit d'avoir tout ça. Mais une chose est interdite, que malgré que tout ça, ça peut être agréable, comme une salle d'attente. Tu peux la faire agréable, la salle d'attente. On n'a pas dit qu'une salle d'attente, ça doit être comment dire, une caverne d'Ali Baba, un truc comme ça. Non, ça peut être quelque chose de très agréable, avec énormément de gadgets, énormément de choses intéressantes, pour pouvoir, comment dire, te faire passer agréablement ton séjour dans la salle d'attente. Mais une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une salle d'attente. N'oublie jamais ça. Parce que si jamais tu oublies ça, c'est un problème. C'est quoi oublier? Comment on oublie un bouteille? On oublie quand maintenant, Chaz Shalom, le bonhomme, il met Ikar Tafel, et Tafel Ikar. Il met l'essentiel accessoire et l'accessoire essentiel. C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on veut être Torah. Fixer des moments d'étude de la Torah. Respecter la Torah et les mitzvot. Respecter toutes les mitzvot qu'Hachem me donne. Ça, c'est l'essentiel. Là-bas, je dois m'investir. Là-bas, je dois mettre tout le paquet. Maintenant, sur le reste, il n'y a rien à mis. Je fais, si j'ai des moyens, ben, j'ai le droit d'avoir une belle maison. Si j'ai des moyens, j'ai le droit d'avoir une belle voiture. Si j'ai des moyens, j'ai le droit de voyager. Il n'y a aucun problème. Bon, l'Olam, il n'a pas de problème avec ça. Bon, l'Olam, il a un problème qu'avec une chose. C'est quand maintenant, Chaz Shalom, tu rends le Olam Hazé un tachlit et tu rends le Olam Habé un tafel. C'est-à-dire tu rends le Olam Haba comme quelque chose qui est accessoire, qui est secondaire pour toi, qui n'a pas une priorité dans ta vie. Et ça, c'est la barrière qu'Hachem il a eu toi. Donc c'est qu'Hachem ne demandera jamais des comptes à une personne. Pourquoi tu t'es tellement servi du Olam Hazé? Pourquoi tu as pris tellement du Olam Hazé? Pourquoi tu as voulu tellement avoir d'argent? Pourquoi tu as voulu... Non, il ne te dira jamais ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Sois riche, aie de l'argent, profite. Au contraire, c'est même Kiddush Hachem. C'est même Kiddush Hachem quand on voit Rabotaï, un bonhomme Ben Torah Khalidi et qui a beaucoup d'argent. C'est beau. C'est beau parce qu'on a toujours l'habitude de voir les Khalidis, c'est des tafranim, des misérables, des gens qui crèvent la faim, qui n'ont pas de quoi manger. Ça ne plaît pas à tout le monde. On ne voudrait pas ressembler à ça. Et les parents très souriants vont te dire, je ne veux pas que mes enfants soient comme ça. Donc rien que pour ça, ça ne m'intéresse pas la Torah. Hazvé Shalom, c'est grave. C'est-à-dire qu'on a disqualifié la Torah à cause de l'aspect qu'elle nous donne, Hazvé Shalom. Alors qu'au contraire, quand il y a un bonhomme en Botaï qui a réussi à sanctifier le nom d'Hachem, en étant un bonhomme qui a des moyens, et qui respecte la Torah et les Mizot, et qui soit, comment dire, un bonhomme qui soit un exemple par rapport à la Torah et les Mizot, ça c'est un grand Kiddush Hachem. Pourquoi c'est un Kiddush Hachem? Parce qu'il montre par là comment, malgré qu'il y a de l'argent, il y a des trucs roulés, c'est secondaire. Ça passe en deuxième position. Ça ne se met pas en première position. C'est là Ikar Bachim Sheli. Et quand le bonhomme, on entend parler comme ça, hein, ça fait manger comme un... J'ai un ami qui est un gros homme d'affaires. Il a une grosse boîte. Il a une grosse boîte avec les eaux roulées. Il a les zmanim. Il a le temps d'études, le temps de mira, le temps de havé, tout est fixé dans la boîte. Il y a des moments où on doit s'arrêter. À un moment donné, il me racontait quelqu'un là-bas qui travaillait dans la boîte. Il me disait qu'ils étaient en train de faire une réunion de travail, mais très, très importante. Et le bonhomme, il a vu que Mincha est arrivé. Bon, Mincha, ils le font juste à la limite, c'est-à-dire genre la Shkia, après ils font Arvit, etc. Ils enchaînent Arvit. Le bonhomme, le patron là-bas, on le voyait comme ça, constamment avec sa montre, constamment avec sa montre. Alors le bonhomme qui était là en réunion, hein, il y avait des goïms et tout. Il dit, monsieur, vous avez l'air pressé, là, la réunion n'est pas importante, il y a quelque chose de plus important. Il dit oui, il n'a pas eu honte.
Il dit, Bonnet. Il dit quoi? C'est ce qu'on fait là, c'est pas important. Mais nous, on avait l'impression que ça représentait les projets de votre boîte. On est en train de jouer vos projets là. Il dit non, il y a plus important que ça. Il disait quoi? Tfilat mincha. Comme c'est dur dit. Il n'a pas honte, sans aucune peur. Tfilat mincha. C'est quoi Tfilat mincha? C'est l'offrande du tamid de l'après-midi. Voilà. C'est quoi? C'est une grande cérémonie? Il dit non, pas du tout. Ça prend 10 minutes, un quart d'heure, on montre en bas. Quoi? Vous allez arrêter tout ça pour 10 minutes, oui. Et après, il dit, bah après, si vous voulez, on continue, si vous voulez pas. Attendez, vous voulez dire par là que c'est-à-dire que nous sommes accessoires pour vous? Vous avez bien compris. Parfait. Le Ikan, c'est lui, c'est le grand patron. C'est beau, c'est magnifique à votre. Moi, je vois ça, c'est Kiddush Hashem. C'est puissant. C'est puissant comment le bonhomme, il te montre, j'ai peur d'Hachem, j'ai pas peur de toi. Tu as l'homme tu ne fais pas bouger, Mechlal. Anim Bola Olam, tu comprends? Bola Olam, non seulement il lui donne la bracha, cet homme-là, non seulement il lui donne la slacha, mais c'est un Kiddush Hashem, il sanctifie le nom d'Hachem en beauté, cet homme-là. Il montre comment, en vérité, la Torah dépasse tout. Parce que quand tu montres que la Torah dépasse tout, quand il n'y a rien, quand il y a un misère, bon, regarde, c'est bien, mais on veut voir. C'est vrai que quand on voit un avoir étudié, c'est un Kiddush Hashem Atsoum en beauté. Mais quand on voit un bonhomme qui est capable, malgré qu'il a des moyens, et que malgré tout, il est là en train de te montrer que à Torah, c'est Haïkar, ça c'est puissant. C'est ce que les enfants de Yaakov voulaient dire à Yaakov. Il est Yosef Chai, vous Moshel al-Kol Misraïm, il domine toute l'Égypte. Quand il a entendu ça, Yaakov, il a dit quoi? Il est mort alors. S'il domine toute l'Égypte, il est mort. Ça, il s'est assimilé, quoi. Parce que pour devenir gouverneur en Égypte, c'est devenir un assimilé. Comment il peut devenir gouverneur? Il dit quoi? Non seulement il n'est pas assimilé, mais il n'a qu'une chose en tête qui dépasse tout. C'est quoi? Egla Aloufa. Voilà, il t'a envoyé Egla avec les Agalim pour te montrer c'est là-bas qu'il est. C'est-à-dire qu'il a assouk toute la journée avec des affaires internationales, des trucs, des shigaol, des réunions avec Paro, avec les ministres, etc. Mais où elle est sa tête? Elle est dans la Sougia avec Yaakov Avinu Rabotai. Et c'est ça qu'Hachem veut qu'on comprenne dans ce monde. Que dans ce monde Rabotai, c'est en s'attachant avec Hachem qu'on atteint la matara, qu'on atteint le but Rabotai. Et qu'à aucun moment ce Olam Azé doit être mébalbel autant. Ce Olam ne doit pas nous faire perdre la tête Rabotai. Il nous trompe ce Olam Azé, parce qu'il est au sheker. Aval, il ne doit pas nous faire perdre la tête Rabotai. On doit au contraire, plus on est amené à utiliser ce Olam Azé, et plus on doit montrer comment on peut sanctifier le nom d'Hachem à travers le Olam Azé. Et pas montrer, Chas Shalom, qu'il y a une confrontation, qu'il y a une stira entre le Olam Azé et la volonté d'Hachem. Non, au contraire, je vais te montrer que non seulement il n'y a pas de stira, mais je vais te montrer comment tout mène à Bola Olam. Tout est une matara pour Bola Olam. Et là, à ce moment-là, le Kiddush Hashem de Yosef, il était hors norme, et Yaakov Avinu, il ne peut pas être plus fier que ça, Rabotai, que de voir comment tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a appris, regarde où il est arrivé avec ça. Regarde où il est arrivé, que les maasés, on peut le prendre, on peut le mettre à Rabotai sur les chemins les plus difficiles de la vie, les plus compliqués, où un homme, tu peux parier à tous les coups qu'il va s'assimiler, qu'il va se perdre là-bas. L'Égypte, c'était le pays de la luxure, de la tabac, de l'argent, des femmes, des bêtises et des ch'touillottes. En plus, tu ne vas pas dire c'est un moche. C'était un moche bossu, comme ça, avec une canne. Tu vas dire, bon, c'est normal, qu'est-ce qu'il fasse? Il n'était pas gâté par la nature. Mais tu rigoles, quoi. C'était un beau gosse, beau, intelligent, racham, puissant. Il avait toutes les qualités du monde, Rabotai. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait, Rabotai? Il reste accroché au matarot. La matara, qui est Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'il va le voir un jour, Yaakov Avinu. Il a l'espoir que oui, mais il ne bouge pas de là-bas. C'est ça qu'Hachem, il attend de nous. Hachem, il attend de nous, Rabotai, que quoi qu'on fasse dans la vie, il y en a un, il va devenir avraire, l'autre, il va devenir docteur, l'autre, il va devenir avocat. Chacun, il va choisir un métier. Chacun, il va vers sa vie. Chacun, il va vers son monde. Le Ikar, Rabotai, le point commun de toutes ces choses-là que tu vas faire dans la vie, c'est comment je vais sanctifier le nom d'Hachem. Comment je vais sanctifier le nom d'Hachem dans ce que je suis en train de faire. Et qu'à aucun moment, on puisse imaginer, à travers ce que je fais, que Chaz et Shalom, je fais un Chilul Hashem. Chilul Hashem, c'est-à-dire qu'on voit un juif Rabotai qui ne reflète pas la grandeur d'Hachem, qui reflète au contraire, l'assimilation des goïms. Quand on voit un juif Rabotai qui s'assimile au goïm, c'est un Chilul Hashem. Pourquoi c'est un Chilul Hashem? Parce qu'on dit, je ne comprends pas, tu n'avais pas de valeur, tu n'avais pas de quoi t'enorgueillir d'être l'enfant d'Akadosh Baruch Hu, que tu t'assimiles au goïm. Est-ce qu'il manquait quelque chose là-bas chez toi? Où est la richesse de ta Torah? Où est la richesse de ta croyance? Où est la richesse de ta religion?
que tu n'arrives pas à découvrir, et qu'à cause de ça, tu es obligé de t'assimiler, te marier qu'une Goya, vivre comme les Goïms, et le Shabbat, ne plus respecter la Torah et les mitzvot, ne même pas étudier, passer son temps là, derrière la télévision, au lieu d'écouter un court Torah, rouler. Et c'est Chilul Hashem Hatsoum, mais pas Chilul Hashem. Je ne parle pas de Chilul Hashem dans le sens où il ne fait pas la volonté d'Hachem, je ne parle pas de ça moi. Je parle de Chilul Hashem dans le sens où c'est très mal vu. C'est très mal vu, on ne se rend pas compte, Rabotai, du regard que les goïms ils ont quand ils voient un juif s'assimiler. Mais pourquoi le regard est très accusateur? Parce qu'ils savent combien on peut prétendre qu'on a une richesse entre les mains, et combien on a des choses immenses entre nos mains, mais que malheureusement, on voit comment un juif, soi-disant, qui représente le peuple intelligent, le peuple élaboré avec des chokhmot, etc., comment les marassés, ils s'assimilent. Il s'assimile, il devient comme un goy, comme si en vérité, il n'y a rien du tout là-bas. Combien de tsar il a pour le Rolam de voir ça? Combien de tsar il a Hachem de voir un juif qui a tout pour réussir? Pas seulement dans Olam Haba, même dans Olam Hazé. On dit que Esav, lorsqu'il a rencontré Yaakov avec ses 400 hommes, ouais, là il a perdu la guerre. Tout de suite il a perdu la guerre. Ils ne sont pas battus. Tout de suite il a perdu la guerre. Qu'est-ce qui a fait perdre la guerre? Quand il a vu Yaakov Avinu, comment il était installé, avec ses familles, ses femmes, ses enfants, la richesse qu'il avait. Il a vu quoi? Il a vu l'échec chez lui et la réussite chez son frère. Ça lui a mis une tarte, mais Habibi, sans se battre, il a battu. Sans se battre, il a battu. À la Makom, Esav, la question qu'il lui pose, c'est quoi? Mazé Kolzé, c'est quoi tout ça? Il dit, tout ça, ce que tu vois là, c'est le Olam Hazé qu'Hachem m'a donné. Comme c'est lui. Il dit, mais attends, il y a un Mekartaout. Olam Hazé, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Si maintenant, on peut avoir Olam Hazé comme ça, je ne suis pas mévater sur le Olam Haba. Moi, tout ce que j'ai dit que je donne le Olam Haba, je suis prêt à mévater. C'est parce que je croyais qu'il n'y avait pas Olam Hazé. Même si le Olam Hazé, c'est comme ça, je peux pas, je veux le Olam Haba. Il dit, non, il n'y a pas Mekartaout. En fait, ton Olam Hazé à toi, comme toi tu le veux, ouais, même avec, si je prends tout ça, je te le donne, il ne t'amène pas au Olam Haba. Mon Olam Hazé, il m'amène au Olam Haba. C'est quoi la différence? Toi, quand tu veux te marier, tu veux des femmes, tu veux des enfants, tu veux tout ça, tout ce que tu vois ici, tu veux le côté chitsoni de la chose. C'est-à-dire quoi? Les ta'avot qui adhèrent à ça. Les ta'avot qui adhèrent à ça. Il dit, moi j'ai la même chose, tout ça, mais ce n'est pas la ta'ava que je cherche. Je cherche à sanctifier le nom d'Hachem. Je cherche à montrer, regarde comment on peut être un homme très riche, un homme avec des moyens, comment on peut sanctifier le nom d'Hachem. Voilà ce que j'ai. Et ça, c'est ce que tu vois ici. C'est-à-dire qu'il y a encore lui montre qu'il n'y a pas de Mekartaout en vérité. En vérité, c'est ce que tu n'as pas compris malheureusement, et ça. C'est que tu pouvais être dans le Olam Hazé, effectivement, et derrière Olam Hazé arrive au Olam Haba. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pourri ton Olam Hazé. Tu l'as pourri. Tu l'as rendu un Olam Hazé de goy, où c'est rien que des ta'avot qui t'intéressent, rien que le casino, les amusements, les ch'toyotes, les femmes, les gnagnis, à droite, à gauche, pour les... De cette manière-là, qu'est-ce qui se passe? Ce Olam Hazé ne t'amène pas au Olam Haba, il t'amène nulle part, il t'amène où? Dans le Théom Rabba, il t'amène, dans l'abîme, dans les ténèbres. Là-bas, il t'amène sur Olam Hazé. Alors qu'en vérité, bon, alors il te dit, sois honnête et reconnais comment les Maaseh avec ma Torah, tu peux avoir Olam Hazé, Olam Haba. Tu peux tout avoir. Et ça, c'est ce que le juif doit se dire dans sa tête. Chez nous accueille.